Bonsoir. Bonsoir. Merci. Avec les spots, je ne vous vois pas du tout. Et ben, bienvenue ce soir, comme je l'ai écrit, le salariat perd les pédales. On va parler aussi un petit peu vélo. Alors j'essaie de dessiner des vélos. Je m'améliore de représentation en représentation. Alors c'est pas encore ça, j'espère que je suis meilleur conférencier que dessinateur. Et on va parler de vélo. Moi je me souviens la première fois que je suis parti en voyage en vélo, c'était en Écosse. Et au bout de 4 jours, j'étais à l'hôpital de Fort William, avec un genou comme ça et un médecin qui me disait qu'il fallait que j'arrête de pédaler. Donc je suis rentré à Glasgow en train. Et première expérience un peu mitigée. Et la deuxième, j'étais parti avec une amie, on avait loué un tandem de Paris, on avait pris le canal de l'Ourcq. Et le soir, à Meaux, elle me dit écoute, moi je vais rentrer en train. Et moi j'ai ramené le tandem tout seul. J'associe beaucoup le voyage à vélo au voyage en train. Et donc, quand je me suis lancé dans ce voyage-là, en Amérique latine, c'est en noir, je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'itinéraire que j'ai fait. Donc j'ai parcouru toute l'Amérique latine pendant 18 mois. Et je ne suis pas parti confiant. Hein. Je savais que je n'avais pas des prédispositions particulières au vélo. Et ça s'est vérifié dès le premier jour d'ailleurs. Je suis arrivé à Santiago et j'ai acheté mon vélo, qui s'est avéré trop petit assez vite. Et surtout très chargé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une petite côte à franchir pour aller de Santiago à Valparaiso, qui est sur la côte. Et dans la montée, je me répétais de manière incessante, qu'est-ce que tu peux jeter sur ce vélo? Qu'est-ce que tu peux jeter? J'avais prévu la semaine d'après de franchir la cordillère des Andes. Donc autant vous dire que j'étais pas confiant. Surtout que je n'avais strictement rien à jeter. Et voyage à vélo, je me suis aperçu qu'en fait c'était dur. C'est-à-dire qu'on est toujours dehors, donc quand il pleut, on est trempé, quand il fait chaud, on brûle, quand il fait froid, on se gèle, quand il y a du vent, on l'a forcément de face. Je me souviens en Uruguay, j'étais en Uruguay en juillet. Alors, bon, l'Uruguay en juillet, moi je m'attendais à un pays sympa, chaud. Et en fait, il se trouve que dans l'hémisphère sud, les saisons sont à l'envers. Donc en Uruguay, il faisait -8. Je ne sais pas si vous êtes déjà sorti d'un duvet par -8, c'est horrible. Hein. Et puis il faut rouler après derrière. Le voyage à vélo, c'est l'enfer. Ouais, c'est pas quelque chose que je conseille. Et pourtant, vous voyez, alors, malgré toutes les difficultés que comporte le voyage à vélo, j'ai jamais trop arrêté de rouler à vélo. Et j'adore ça, pour une seule raison, en fait, ça se résume assez simplement, c'est que je suis libre. C'est-à-dire que quand j'organise un voyage à vélo, quand je m'organise mon voyage à vélo, c'est moi qui choisis mon terrain de jeu. C'est moi qui choisis mon matériel, c'est moi qui choisis à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, quand je m'arrête, quand je mange, mes itinéraires. Et ça me va très bien. Et ça me va très bien parce que je sais faire. Bon, mis à part mes petits déboires au départ, mis à part le peu d'entraînement qu'il faut avoir quand même pour voyager à vélo, je sais m'organiser pour franchir maintenant une cordillère. Je sais m'organiser pour rouler sans ravitaillement pendant plusieurs jours. Je sais comment rencontrer les gens. Quand j'étais en Amérique latine, je me suis arrêté un mois à Buenos Aires pour apprendre l'espagnol, ce qui facilite ensuite grandement le voyage. Je sais réparer à peu près tous les ennuis mécaniques qui se présentent sur un vélo. Alors vous verrez ce soir qu'il y en a un que je n'arrive pas à résoudre. Mais j'aurai peut-être des indices. Je sais qu'il y a certains mécaniciens cibles dans la salle. Bref, je sais tout faire, quoi. Pour organiser un voyage à vélo. Si vous me donnez un endroit sur Terre et que vous me dites voyage à vélo là-bas, je suis à peu près sûr que je serai capable de m'organiser pour le faire. Et donc, si vous voulez, si on est d'accord pour dire qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui a une grande compétence dans un certain domaine, on peut dire que je suis un professionnel du cyclotourisme. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel je suis un professionnel. Je suis informaticien.
Un peu comme le cyclotourisme, d'ailleurs, je travaille dans l'informatique depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans des petites entreprises. J'ai travaillé dans des grands groupes. J'ai travaillé en tant que bénévole. J'ai travaillé en tant que volontaire de... J'ai mangé le burger de la baraka. Normalement, je mets un cran de plus, dis donc. Donc je disais, j'ai travaillé en tant que bénévole. J'ai travaillé en tant que volontaire de solidarité internationale. Et ce qui m'amène un petit peu devant vous ce soir, j'ai travaillé en tant que salarié. Alors l'informatique, c'est un métier qui me plaît beaucoup et qui a un nombre d'avantages incalculables. C'est un métier qui est généralement bien payé. C'est un métier dans lequel, quand il fait -8 dehors, eh ben, vous pouvez quand même travailler dans de bonnes conditions. C'est un métier qui a une forme de reconnaissance sociale, on va dire, assez bonne. Et personnellement, c'est un métier dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à pratiquer. Et malgré tous les avantages que comporte ce métier, eh bien, il y a quelque chose qui me déplaît fortement dans mon métier d'informaticien, c'est que je ne suis pas libre de l'exercer comme je le souhaite. Dit plus simplement, j'ai un patron. J'ai un patron et j'ai une ribambelle de supérieurs hiérarchiques qui savent tous mieux que moi comment je suis censé exercer mon métier. Alors, généralement, quand je dis ça, les gens me disent « Oui, mais attends, si t'es pas content de ton patron, t'as qu'à aller en trouver ailleurs. » Et effectivement, j'ai ce choix-là, c'est ma liberté d'aller me faire subordonner ailleurs, si je le souhaite. Mais je reste subordonné, quoi que je fasse, aux ordres de quelqu'un. Et alors naturellement, je ne suis pas le premier à faire ce constat. Il y a Jean Jaurès qui disait une phrase il y a un peu plus d'un siècle. Il disait « La grande révolution », il parle de la Révolution française, a laissé l'homme libre dans la cité, mais l'a laissé serf dans l'entreprise. Serf au sens esclave, pas au sens animalier du et donc on va commencer cette conférence par quelque chose que je ne connaissais pas en fait, le fameux lien de subordination. Je vais vous le lire pour ceux qui sont au fond. Alors, il y a un truc marrant d'ailleurs par rapport au lien de subordination, c'est que vous savez qu'il n'est pas défini dans le Code du travail. Quand ils ont écrit le Code du travail, ils n'ont pas osé. Voici la définition. Alors, le lien de subordination il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, donc contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié, de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ouais, ça m'a fait ça aussi. Si vous voulez définir un régime autoritaire, un régime totalitaire, bon, le lien de subordination, c'est une bonne base. Parce que vous êtes sous l'autorité d'un employeur qui vous donne des ordres et des directives. Si vous n'obéissez pas, il vous sanctionne. Il détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Enfin, on ne nous apprend pas ça à l'école. Parce qu'on serait tous un peu moins pressés d'aller sur le marché du travail. Il y a un vrai paradoxe dans cette définition. En tout cas, moi, c'est un paradoxe que je ressens en tant que citoyen. C'est que la devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Et chaque jour, pour reprendre l'expression utilisée par Frédéric Lordon, on en parlera un peu plus tard, la moitié des Français, quasiment 30 millions de personnes, vont passer la moitié de leur temps éveillé dans un régime de soumission. Ça pose question. La seconde définition que je vais vous donner, ce soir, je vais vous parler du salariat dans l'entreprise capitaliste. Je n'ai pas travaillé que dans des structures capitalistes, mais c'est celles-ci qui sont les plus amusantes. Alors, je vais vous donner du coup ma définition du capitalisme, au moins pour que vous ayez une base, ma base de réflexion. À Noël dernier,
Bernard Arnault, c'est le patron du groupe LVMH, donc un des plus grands capitalistes de France, la plus grande fortune de France, une centaine de milliards, à lui tout seul. Je ne sais pas ce qu'il en fait, mais il les a. Et donc à Noël, il a offert à chacun de ses 5 enfants 73 millions d'euros d'actions du groupe LVMH. Moi, à Noël, j'ai eu une paire de chaussettes et un t-shirt, on a les parents qu'on mérite. Et ce qui est intéressant, c'est que, au-delà du montant faramineux, évidemment, 73 millions quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne leur a pas offert du liquide, il leur a offert des actions. C'est-à-dire qu'il a fait de chacun de ses 5 enfants des propriétaires des moyens de production du groupe LVMH. Et comme ils sont propriétaires, ils ont un droit de ponction sur les profits futurs que va réaliser le groupe. Ils n'ont jamais travaillé dans le groupe LVMH, mais ils le possèdent. Donc le capitalisme, il se définit d'abord par l'existence de cette classe de propriétaires qui possèdent les moyens de production. Et à l'autre bout de la chaîne alimentaire du capitalisme, il y a les salariés, ceux qui n'ont pas de capital, et donc qui mettent en vente leur force de travail auprès de quelqu'un qui dispose des moyens de production. Et c'est l'existence de ces deux classes qui détermine, pour moi, le capitalisme. Parce qu'entre ces deux classes, après, il y a des liens qui se créent, et le lien, il n'est pas simplement économique, comme on essaye souvent de nous le dire, en disant, bah, tiens, tout le monde travaille, et puis il y a un gâteau, on se le partage à la fin. Le lien qu'il y a entre ces deux classes, eh ben, c'est typiquement un lien de subordination. C'est-à-dire qu'il y a une classe qui domine l'autre et qui asservit l'autre. Ouais, c'est aussi l'effet de ça. Généralement, en ce moment-là, il y a des gens qui disent « ça va être long ». Alors, moi, c'est mon point de départ. C'est mon point de départ de réflexion sur le travail. Pourquoi je ne suis pas libre d'exercer mon métier comme je l'entends. Sur le management. Les managers, ils ont toujours cette position un peu ambiguë parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que souvent, ils sont subordonnants, mais ils sont aussi subordonnés. Et puis, ça a été une réflexion sur le capitalisme. Pourquoi on a pris comme convention sociale de travailler dans un système capitaliste et pas dans un autre, alors que d'autres existent. Et évidemment, comme c'est un sujet un peu peut-être indigeste, on va parler aussi beaucoup de voyage à vélo. C'est l'intérêt de la conférence gesticulée, d'amener un petit peu des respirations dans des sujets de politique. Et on va commencer par voyager avec la question suivante. Est-ce que vous connaissez la ville la plus au sud du monde? Ushuaia. Ouais. C'est effectivement Ushuaia, moi je croyais que c'était un shampoing, c'est aussi une ville. Et alors c'est une ville, voilà, c'est la ville la plus méridionale, qui est en terre de feu. Et il faut savoir qu'Ushuaia, pour les cyclotouristes, c'est un mythe. C'est-à-dire que je ne connais pas un seul cyclotouriste qui n'ait pas envie d'aller rouler en terre de feu à Ushuaia. Comme c'est une ville du bout du monde, c'est généralement les cyclotouristes qui vont en Amérique latine, soit ils terminent par Ushuaia, soit ils commencent par Ushuaia, mais ils passeront par Ushuaia. C'est exclu de ne pas passer par Ushuaia. C'est un Graal. Alors il faut savoir que Ushuaia, c'est entre le 40e rugissant et le 50e hurlant. Alors, je ne sais pas s'il y a des marins parmi vous, mais alors, parmi les marins, on dit qu'au sud du 40e rugissant, il n'y a plus de loi, et en dessous du 50e, il n'y a plus de Dieu. Alors moi, je dis pareil en vélo. C'est-à-dire que rouler en terre de feu, c'est la garantie d'avoir un vent de face ultra violent. Il n'y a pas d'arbres, donc on ne s'abrite jamais. C'est jour et nuit. J'ai croisé un Allemand en terre de feu qui pleurait sur le bas-côté. Il en était à 50 bornes en 3 jours, il n'avait plus de genoux. On a pleuré ensemble un moment, puis on s'est serré les coudes. Et la terre de feu, c'est le dernier endroit que je conseillerais sur Terre pour un cercle. Et n'importe où, dans le Sahara si vous voulez, mais alors surtout ne foutez pas vos roues en terre de feu. Je suis passé du mythe à la réalité. Alors le marché du travail, c'est pareil. Je suis diplômé d'une école universitaire, d'un IUP, l'UP Miage de Grenoble. Je suis ingénieur maître en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises,
diplôme que j'ai obtenu avec mention. Ça calme. Merci. Et ce n'est pas tout. Cette école, elle est classée dans les 10 meilleures universités de France en informatique. Wow. Et j'ai payé personne. Je vais finir par le faire, c'est agréable. Et c'est pas tout. J'ai complété cette formation par un master en management de la technologie. Vous me dites pas ce que c'est que le management de la technologie, je ne sais toujours pas. Un master que j'ai fait dans une école de commerce qui s'appelle la Grenoble École de Management, qui est classée, je crois, 6e au classement des meilleures grandes écoles de commerce. Wow. Donc, autant vous dire que quand je terminais mes études, moi j'avais envie d'aller sur le marché du travail. J'avais envie d'aller sur le marché du travail parce que j'allais être riche, parce que j'allais avoir des responsabilités, parce que ça allait être facile, parce que j'avais fait tout pour que les choses se passent bien. Et j'étais pressé en plus parce que les 18 derniers mois, donc en école de commerce, on avait quand même quelques messages récurrents, dont 2 qui m'ont bien marqué. Vous êtes l'élite de la nation, et vous êtes les managers de demain. Et accessoirement, on nous disait, ne vous vendez pas en dessous de 30 000 €, sinon vous dévalorisez l'école. donc moi, quand je suis arrivé, sur le marché du travail, oui, je suis arrivé comme en terre de feu. J'étais tellement impatient, je suis arrivé là, et puis rien en fait. Hein. Mon propriétaire, lui, que je sois élite ou pas, je paye mon loyer à 25. Fallait que je mange. Les employeurs ne m'attendaient pas à la sortie de l'école. Donc, quand je suis sorti de l'école en 2003, et ben, toute élite que j'étais d'abord bien emmerdé, parce qu'en plus j'avais contracté un emprunt pour pouvoir payer l'école. Et donc, ben, je me suis retrouvé un peu confronté à la réalité du marché du travail. Mais comme je suis élite de la nation, je vous rassure, j'ai trouvé un travail en 15 jours. 15 jours. Donc autant vous dire que ça fonctionne. Et vous allez voir, au bout de 15 jours, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Phone Partners et je vendais des cartes de crédit à des personnes qui n'en voulaient pas. Et j'ai travaillé une journée pour Phone Partners, parce que du coup, ils nous donnaient un listing, c'est des banques qui nous donnent des listings, puis on appelait des gens, j'appelais des gens entre 90 et 110 ans, je pense. Mais allô, oui, c'est pour vous vendre une carte de crédit. Non, j'en veux pas, mais c'est gratuit, si prenez-moi. Comment? C'est gratuit, si prenez-moi. Bon, bah si c'est gratuit, d'accord. Bon, voilà. Un jour, j'ai fait. Alors après, j'ai travaillé dans un centre d'appel, celui de France Télécom. Ensuite, j'ai travaillé dans une usine de kiwi. Donc, je vous fais la formation en accéléré. Le but du jeu, c'est de mettre 1 kg de kiwi dans des barquettes. Si c'est des gros kiwis, vous en mettez 10. Si c'est des moyens kiwis, vous en mettez 11. Si c'est des petits kiwis, vous en mettez 12. On fait ça pendant 3 semaines. Ensuite, j'ai travaillé pour une filiale de la Poste, avec des personnes que vous avez déjà vues, c'est ceux qui sont dans la rue avec leur petit chariot de publicité et qui remplissent les pubs, même quand c'est marqué « nos pubs ». J'ai fait ça 3 semaines. Et après, j'ai travaillé au périphérique nord de Lyon, pour lequel j'ai prononcé dizaines de milliers de fois « Bonjour, 1,80 €, bonjour, 1,80 €, bonjour, 1,80 €. Et je me disais à chaque fois que je saluais quelqu'un, mon Dieu, s'il savait qu'il parlait à une élite. Et après, j'ai voulu donner un essor international à ma carrière, donc je suis allé en Irlande. Pour lequel, et en Irlande, j'étais à Cork, dans le sud de la ville, et là-bas, j'ai livré des boissons. Et pour le coup, c'est une vraie promotion, hein, parce que livrer des boissons, ça veut dire que je connaissais tous les patrons de pub. Et connaître les patrons de pub en Irlande, c'est un très bon moyen de s'intégrer dans la société. Et en Irlande, j'ai travaillé pour Apple Computer, aussi un autre centre d'appel. Et j'ai découvert que les Apple, ça bug aussi. Ça, c'est grosso modo ma première année d'expérience professionnelle en tant qu'élite de la nation. Donc un petit peu mitigé quand même. Hein. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus facile, que je sois plus riche plus vite. Et en fait, j'ai trouvé le marché du travail un peu ingrat, si vous voulez, parce que moi, j'avais tout fait pour que ça marche. Hein. J'étais diplômé de 2 bonnes écoles,
J'étais motivé, etc. Et je m'attendais à pouvoir m'installer un petit peu plus confortablement. Quand je pars en voyage à vélo, je fais en sorte d'avoir une bonne selle. En allant sur le marché du travail, j'ai fait en sorte d'avoir des bons diplômes, mais ça n'a pas suffi. On m'a dit, bon, d'abord tu pédales, et on verra plus tard si tu peux t'asseoir. Et plus je travaille, plus je m'aperçois qu'en fait, je m'asserrais à la retraite, quoi. Un peu comme tout le monde. Mais bon, j'ai quand même continué le voyage, j'étais jeune, j'étais content, j'avais vécu en Irlande, je parlais anglais, enfin, presque anglais. Et le voyage continue pour nous mener dans un endroit que beaucoup de personnes connaissent et que moi j'apprécie maintenant de plus en plus, c'est le chômage. Et le chômage, j'aime bien pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que je travaille et je fais ce que je veux, un peu comme faire une conférence, gesticuler. Et ensuite, ça me fait penser au voyage. Et ça me fait penser à une zone, le chômage, qui se situe entre Cusco et Ayacucho, au Pérou. Parce que, évidemment, le chômage, c'est le moment où vous recherchez du travail. Et cette route-là, elle part de Cusco, qui est pas très loin de 4000 mètres d'altitude, 3007. Vous passez un premier col, vous dévalez dans la vallée, vous remontez, vous redévalez, etc. Et tous les cols sont au-dessus de 4000 mètres. Il y en a 4. C'est une route qui fait 500-600 km et vous faites, je ne sais plus, 10 000 ou 15 000 mètres de dénivelé en une semaine. C'est la recherche d'emploi. C'est-à-dire que vous êtes en bas, hein, vous êtes en bas du col, c'est le moment où vous envoyez des CV. Je cherche. Puis là, il y en a quand même quelques-uns qui vont marcher, donc vous montez un petit peu le col, vous passez les premiers entretiens, la vue commence à se dégager, puis le deuxième entretien, puis là vous arrivez au col, alors vous avez Abancay en bas, vous voyez Ayacucho au loin, enfin, il y a des montagnes enneigées, c'est magnifique, et puis c'est votre troisième entretien, puis après c'est le moment où vous recevez le mail qui dit que malgré tout l'intérêt qu'ils ont porté à votre candidature, ils vont quand même pas la retenir. Et là vous redescendez en bas de la vallée, puis vous recommencez. Donc c'est pour ça que j'aime bien le chômage. Et puis le chômage, c'est quand même le moment privilégié où vous rencontrez l'employeur. Enfin. L'employeur qui vous dit tout de suite, sentez-vous libre. Vraiment, le but du jeu, c'est d'établir un dialogue égalitaire, libre, pour qu'on puisse accorder nos violons, quoi. Savoir si vous correspondez à la structure, et si vous, on peut vous proposer quelque chose qui corresponde à vos aspirations. Un dialogue libre et égalitaire. Alors, il y a deux questions qu'on m'a posées en entretien, enfin plein d'autres évidemment, mais il y en a deux qui ont attiré mon attention, que j'aimerais partager avec vous. Il y en a un, c'était avec le directeur des systèmes d'information d'un casino. Un vrai, celui où on distribue les cartes et les jetons, donc autant vous dire, j'étais désespéré déjà d'aller là-bas, mais il n'y avait pas trop de choix. Et le gars me dit, je travaille 70 heures par semaine et je m'attends à ce que mes équipes en travaillent au moins autant. Bon. Question, est-ce que vous êtes prêt à travailler 10 heures par jour, 7 jours sur 7? Non? Oui? Non, non, pas vraiment, non. Généralement, à cette question, dans un cadre libre et égalitaire, on répond plutôt non. Bon, bah, moi, je lui ai dit non seulement, je lui ai dit oui, bah, bien sûr, mais je lui ai même dit que j'avais hâte de relever le challenge. Un dialogue libre et égalitaire face à un employeur. Le deuxième dialogue libre et égalitaire que j'ai eu avec un employeur, alors là j'ai été embauché. J'avais passé 5 entretiens avec cet employeur. Et on en était au 6e, qui n'était plus vraiment un entretien, qui était la signature du contrat de travail. J'avais enfin de la signer, donc je me rends chez c'était la PAV. Et puis la personne qui m'accueille me dit on avait convenu que votre salaire, ça soit 45 000 €. En fait, ça sera 44. Est-ce que ça vous pose un problème? Bah oui, ça me pose un problème, évidemment. Tu viens de me carotter 1000 € alors ça fait 3 semaines qu'on en parle du salaire. Donc oui, ça me pose un problème. En plus, 1000 €, c'est à peu près le prix d'un vélo de voyage. Donc, pour moi, ça part. C'est mon nouveau vélo qu'elle vient de m'enlever. Donc oui, et puis bien sûr, mais je lui ai dit, pouf, vous savez, moi, l'argent. Vous êtes tellement vulgaire. Mettez 40. Enfin,
le dialogue libre, égalitaire avec un employeur, il n'existe pas. Et c'est ce que Frédéric Lordon appelle l'angle alpha. Frédéric Lordon, il est directeur de recherche au CNRS. Aujourd'hui, il a une chaire en philosophie. C'est un grand spinoziste. Et dans la première partie de sa vie, il était économiste. Et lui, il parle de l'angle alpha. C'est, si vous voulez, la capacité d'un employeur à vous faire gober ses désirs, si vous voulez, à ce que vous vous soumettiez à ses désirs. Et l'entretien d'embauche, il sert à ça. Il sert à quel point, à vérifier à quel point l'employeur pourra vous tordre le bras. Donc quand le directeur des systèmes d'information du casino me dit « Est-ce que tu es prêt à travailler 70 heures ?» et que je lui dis « Oui », lui, il doit se dire « Mais non seulement il est complètement con celui-là, mais il se dit « C'est génial, parce qu'au moins, lui, il est corvéable à merci. » Parce que c'est travailler 70 heures, payer 35. Il n'a pas dit bah, « Tu seras payé 2 fois plus. » Et pareil pour la PAV. Ils viennent de m'enlever 2% de salaire et j'ai pas bronché. Donc c'est parfait, quoi. Pour eux, c'est exactement ce qu'ils attendent de ce genre de choses, voir à quel point ils arriveront à vous soumettre. Et ça marche, quoi. En pratique, ça marche. Tous les employeurs ne sont pas comme ça, etc. etc. C'est mon expérience personnelle. Mais bon, évidemment, en tant qu'élite de la nation, j'ai trouvé un travail. Et j'ai trouvé un travail, en plus, pas n'importe lequel. J'ai été embauché dans une entreprise qui est leader européenne dans l'industrie informatique, qui s'appelle Altran. Altran, c'est dans le jargon des informaticiens ce qu'on appelle une société de services en ingénierie informatique. C'est-à-dire que c'est Altran qui m'embauche, mais elle m'envoie en mission chez un de leurs clients. Et donc moi je pars en mission chez Renault Trucks. Et ça va se passer à merveille. Déjà moi je suis content de retravailler. Les gars de Renault Trucks sont super sympas. Renault Trucks est hyper content de ma prestation, parce que je trouve que je suis compétent. Et Altran est super content de la facturation, parce qu'il se trouve qu'il a une facture. Et ce qui se passe dans les sociétés de services, c'est que à la fin de la mission, c'est ce qui va se passer pour moi, c'est vous retournez chez Altran. Donc vous êtes toujours payé, hein, mais vous n'êtes plus facturé. C'est à ce moment-là que la machine, généralement, commence à se gripper. Quand j'ai fini ma mission chez Renault Trucks, il y a Jacqueline, c'était ma responsable commerciale, elle vient me voir, elle me fait « Grégory, c'est génial, une nouvelle mission pour toi, tu seras ingénieur biomédical. » Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la conférence, je suis informaticien. Donc, je lis le descriptif de la mission, et effectivement, c'est une mission d'ingénieur biomédical, c'est-à-dire que c'est spécifié qu'il faut s'y connaître en appareillage type IRM, appareil de radiologie. Bon, je suis informaticien, mais je ne suis pas magicien. Et donc, je lui dis à Jacqueline, bah, écoute, en fait, il recherche un ingénieur biomédical pour une très bonne raison. Et elle me dit, non, mais regarde là, il faut savoir utiliser un logiciel. Tu es informaticien, mais vraiment, hein, c'est même pas une blague. Moi, j'ai beaucoup de mal à... Et donc, je dis à Jacqueline, je dis, vraiment, les pilotes de ligne utilisent aussi des logiciels. Est-ce que tu voudrais que je sois le pilote de l'avion qui m'emmène dans un coin ? Bon, là, elle me dit non, je ne voudrais pas, mais elle me dit, mais alors du coup, tu refuses la mission. Je comprends pas, je ne la refuse pas, c'est pas mon métier. Et là, elle s'en va furax, et puis elle s'en va en vacances. En avion. Et quand elle revient de vacances, le problème est pire, en fait. Le problème est pire parce que j'ai toujours pas été facturé. Donc là, elle revient de vacances, elle est encore plus furax qu'avant de partir. Les vacances ne servent strictement à rien en ce cas. Et elle me dit, alors là, elle ne me donne plus d'ordre de mission, elle me dit, lundi, tu vas chez Nokia. Alors moi, je suis gentil, lundi, je me présente chez Nokia. Il y a le chef de la mission qui vient me voir, et puis il me dit, bonjour, vous êtes. Je me présente, Grégory, élite de la nation. Et vous êtes. Alors il me dit, bah, moi, je suis monsieur Duchemin, je suis le responsable de la mission. Et donc, du coup, il me demande de présenter un peu mon CV. Alors, je lui dis, ben voilà, moi je suis informaticien, et puis là, et je fais, ce n'est pas mon seul diplôme, en toute humilité, c'est le seul que j'utiliserai avec. Et là, il me dit, mais moi, c'est pas une mission d'informatique que j'ai besoin d'une assistance administrative sur l'implantation d'antennes relais en zone blanche. D'ailleurs, si vous ne captez pas Olivet, c'est peut-être à cause de moi. Vous êtes une belle zone blanche.
Et donc, quand on implante une antenne relais en zone blanche, c'est assez complexe en fait. Parce que, évidemment, il y a les travaux de terrassement, il y a les travaux pour amener l'électricité, il y a évidemment les contacts avec la mairie, avec l'État, avec les opérateurs téléphonie mobile, avec les associations de riverains, avec les associations d'écolos qui sont jamais contents. Et tout ça, ça génère un nombre de procédures administratives qui sont extrêmement complexes, qui doivent s'embriquer d'une certaine manière, etc., pour pouvoir être validées. Bref, c'est un métier. Et donc, lui, il me dit, je ne comprends pas pourquoi on t'affecte. Moi, je ne sais pas trop quoi lui répondre, parce que je ne comprends pas non plus pourquoi elle m'affecte. C'est un système pour me facturer, en fait, je comprends pas. Et donc, on prend notre téléphone, et puis on appelle Jacqueline, et puis on dit, Jacqueline, on a un problème. C'est que j'ai rien à faire sur une mission comme ça. Alors, Jacqueline, elle me sort de la mission, de 3 jours. Une semaine plus tard, je serai convoqué à un entretien préalable à sanction. Et je serai licencié pour faute grave un mois plus tard. Pour faute grave. Alors, moi, j'ai déjà commis une faute grave. C'était en Bolivie. En Bolivie, il y a cette petite tache que vous voyez, ou peut-être mal, c'est le salar de Uyuni. C'est un désert de sel. Donc c'est une espèce de grande étendue de sel, donc parfaitement plat, sur l'altiplano, à 4000 mètres d'altitude. C'est un endroit de toute beauté. Et les salars, il y a un truc très drôle avec les salars, c'est que c'est un des seuls endroits au monde, des rares probablement, où vous pouvez rouler pendant une demi-heure les yeux fermés, en vélo. Il n'y a rien. Vous pouvez fermer les yeux, avancer. Et c'est très déstabilisant. Il faut imaginer, faites ça 10 secondes dans la rue, vous allez voir. Et bien, vous pouvez le faire 30 minutes. Ça ne passera rien. Bon, c'est un peu un problème d'équilibre, mais c'est le jeu. Allez-y, rien que pour ça. N'allez pas en terre. Allez dans le salar de Uyuni. Alors, ce salar, je l'ai traversé 2 fois d'ailleurs, mais c'est pas celui-là où j'ai fait une faute grave, c'est un salar qui est au nord, qui s'appelle le salar de Quapasa, parce que moi j'essayais d'éviter les endroits trop touristiques, et Uyuni est très touristique. Et Quapasa, c'est aussi un salar, c'est très grand aussi, mais il n'y a personne. Et donc je commence à traverser ce salar qui fait une 50aine de kilomètres, du coup j'ai pas pris beaucoup d'eau, parce que 50 km ça serait dans une demi-journée, c'est assez plat, ça va. Et voilà. Et j'arrive à peu près au milieu du salar, et je commence à m'embourber. Je passe à travers la croûte de sel, et dessous il y a une espèce de bouillasse, quoi, et donc du coup j'ai de plus en plus de mal à rouler. Alors je force un petit peu, 1 heure, 2 heures, puis à un moment, il faut se rendre à l'évidence, en fait je suis embourbé. Et puis j'ai poussé pendant 1 heure le vélo, donc je suis loin, enfin je sais pas, en plus je voyage sans compteur, donc j'ai une carte qui ressemble à rien, où il n'y a pas les villes que je rencontre la plupart du temps, c'est les villes fantômes. Donc bon, je me dis à ce moment-là, là t'as un souci, parce que tu peux pas pousser le vélo, et t'as plus d'eau, t'as pas de bouffe, et on est à 4000 mètres d'altitude, donc on dépérit très très vite. Parce que le rythme cardiaque est plus élevé, enfin on se déshydrate très vite, on est vite mort. Et comme c'est un salar où personne ne passe, on meurt vite et seul. Et donc du coup, je prends la décision d'abandonner le vélo. Voilà, c'est le vélo, donc je laisse le vélo au milieu, puis je pars à pied. Et j'ai quand même un petit peu de chance dans mon malheur, puisque en marchant, le soleil commence à se coucher, puis il tape sur une tôle. Et en fait, je vois le reflet, je me dis merde, il y a un hameau là-bas, qui n'est pas sur ma carte évidemment. Et je me dis, ça sera peut-être le meilleur moyen pour sauver ma peau. Du coup, je me dirige vers le hameau. Et je mettrai 2 heures à le rejoindre. Et puis, quand il y a un mec qui sort du hameau, et je pense que le mec qui sort du hameau, il a dû se dire la même chose que l'avocate que je suis allé voir quand je suis sorti d'Altran. Et il me dit, oh tiens, encore un salarié d'Altran. Et parce que je marchais comme un zombie. Et j'avais fait une vraie faute grave. Et donc, je me suis retrouvé licencié d'Altran. Et Altran a du mal à trouver des missions pour ces salariés. Par contre, ils n'ont aucun problème pour isoler. C'est-à-dire que c'est extrêmement destructeur. Sur le coup, il faut quand même imaginer que vous êtes dans une entreprise qui ne vous donne plus de travail. Quand vous allez à la machine à café, les gens s'éloignent. Ma responsable, Jacqueline, avait ordre de ne plus répondre au téléphone et de ne plus répondre à mes mails. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils allaient me virer. Et du coup, moins ils en disent, mieux c'est. Et j'étais même sorti des listes de diffusion pour les paniers à légumes, monsieur. Et vous êtes... et vous êtes 1 mois dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que votre quotidien consiste à vous asseoir devant le PC,
à checker vos mails 300 fois parce que vous n'avez rien d'autre à faire, et à partir à 17h. Et moi, je suis trop sensible. Je supporte mal ce genre de truc. Donc j'étais vraiment pas bien. Et j'en ai tiré quand même deux conclusions de cette expérience, c'est que Altran, c'est une vraie entreprise capitaliste financière. C'est-à-dire qu'elle est possédée par des gens qui ne travaillent pas chez Altran. Vous pouvez devenir actionnaire d'Altran ce soir, si... Ah non, vous avez la 3G. Oui, vous êtes en zone blanche. Bon, si vous allez à Laval, eh ben vous pouvez acheter des actions Altran. C'est en vente libre, malheureusement. Et devenir propriétaire des moyens de production. Et le truc qui se passe, c'est que ces actionnaires, eux, ils demandent un certain taux de rentabilité. Et moi, en tant que consultant, bah, j'étais trop bas parce que j'étais payé sans être facturé. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, mais c'est quand même moi qu'on va virer pour faute grave en bout de chaîne alimentaire du capitalisme. Ça, c'est la première chose que j'ai appris de cette expérience. Et puis la deuxième, qui est assez douloureuse aussi, c'est que vous venez de vous faire laminer par un employeur, mais fort-toi. Et moi, j'avais pas envie. J'avais pas envie, et malheureusement, bah, on n'a pas d'autre choix. Il faut quand même payer son loyer. Je me suis retrouvé au chômage avec la valse des employeurs. Et bon, pour mon second employeur, quand même, enfin, c'était pas le second, pour le prochain, disons, j'avais mis la barre un petit peu plus haut, c'est-à-dire j'avais dit, on arrête les grosses boîtes, on arrête les sociétés de services en ingénierie informatique, et puis on essaye de se trouver une entreprise sympa. Et là, le bonheur. Le bonheur parce que je trouve une petite boîte, une centaine de personnes, une petite boîte familiale. Le foot du jeudi midi, le tournoi de pétanque annuel, le bowling régulièrement, un chef qui m'emmerde, mais alors absolument pas. Une équipe dans laquelle je m'intègre en 2 jours. Ça se passe vraiment à merveille. Et je retrouve d'excellentes sensations professionnellement parlant. Je suis dans le même état d'euphorie qu'entre Rio Grande et Florianopolis, au Brésil. Ici, il y a beaucoup de vent. C'est une zone avec beaucoup de vent. Et, par bonheur, je l'avais dans le dos. Ce qui n'arrive quasiment jamais à vélo. Et là, j'ai eu 3 jours de vent dans le dos. J'ai fait 500 km en 3 jours, avec les sacoches. Et j'étais tellement content, c'est tellement jubilatoire que le matin, je m'arrêtais dans une épicerie, j'achetais plein de gâteaux pour manger sur le vélo. Comme ça, je m'arrêtais même pas. Je roulais, et puis vraiment jusqu'à ce que j'en ai marre. Et ben ma première année à Data First, c'était ça. C'est-à-dire que je mangeais devant mon PC parce que on m'avait donné comme mission. Pour eux, j'étais ce qu'on appelle un analyste fonctionnel. Alors, c'est un informaticien plutôt bas de gamme dans la hiérarchie des informaticiens, mais moi, c'est un métier qui me plaît. Parce que c'est un métier où, en fait, il y a un client qui vous donne son besoin, il dit « je veux ça ». Et puis, vous le traduisez en termes techniques pour des développeurs qui vont le réaliser. Et après, vous le récupérez, et puis vous dites au client « c'est bien ça ». Généralement, il dit non. Alors, vous recommencez, mais à un moment, il dit « ouais, c'est bon, je l'achète ». Et donc, du coup, je fais ça pour des concessions automobiles. Alors, je ne suis pas évidemment passionné de voitures, mais je m'intéresse à leur métier, et c'est malgré tout intéressant. Et donc, la première année, je découvre le milieu automobile, des concessions, les gestions de stock, les ventes, etc. Et je remplis pleinement les tâches qu'on me donne. Donc, quand arrive la fin de la première année, je suis ce qu'on appelle une poule. Je suis une poule selon la définition d'une personne qui s'appelle Isaac Getz, qui est un professeur de management à l'École supérieure de commerce de Paris, qui est mieux noté que cette loi-là, mais bon. Un peu décevant, mais... Et cet homme-là, il est surtout connu pour avoir introduit le concept d'entreprise libérée en France. Et lui, il catégorise les salariés en trois blocs, vous allez voir. Et donc le premier bloc, c'est les poules. Je ne sais pas pourquoi il transforme en animaux d'affaires. La poule, c'est le salarié qui est content de venir au travail. Il se lève le matin, il est content d'y aller, il a plein de trucs à faire, il a plein d'idées, il est créatif, il est engagé, et voilà. Il est bien. Il est comme on aimerait tout faire. Et vous savez la proportion de poules parmi les salariés en France?
Le pourcentage. 5. 5%, 10%. Plus que ça? À votre avis, je ne sais pas du tout. 10. 10, 15. Ouais. C'est 6. 6% de poules. Et moi, je suis une poule. Donc, quand arrive la fin de la première année, évidemment, on a l'entretien annuel d'évaluation. Donc, mon chef, il est content. Parce que moi, je suis content. Lui, il est content du travail que je fournis. Et je lui dis, moi, je suis très, très content. Et je lui dis, bon, bah, maintenant que je connais bien le logiciel, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de pouvoir aller voir les clients. Parce que c'est avec eux que je suis censé travailler quand même. Parce que le but du jeu, c'est quand même d'analyser leurs demandes. Donc, si je ne les rencontre pas, c'est compliqué pour mon métier. Et la deuxième, c'est d'avoir une formation technique. Parce que mon métier, c'est aussi de parler aux informaticiens, aux développeurs. Donc mieux je connais leur langage, leur structure, etc., mieux je travaille. Et lui, il est complètement d'accord avec ça. Donc du coup, je lui chiffre mes besoins, etc., etc. On se quitte, très bon ami, on se prend dans les bras. Et la deuxième année commence. Et la deuxième année commence, et c'est là où ça commence à se gripper un peu. C'est que je relance régulièrement mon chef en me disant qu'il faut que j'aille chez le client, que j'aimerais bien y aller. Donc, pour aller chez mon client, il faut des moyens, tout bête, pour y aller. Et puis lui, il me dit toujours, non mais c'est pas la priorité, non mais là on n'a pas le temps, non mais là j'aimerais que tu travailles sur autre chose. Ça marche pas, ça marche jamais. Et le problème, c'est que moi, professionnellement, ça m'handicape. Parce que comme je ne travaille pas en direct avec le client, mes analyses sont de moins en moins bonnes et je mets de plus en plus de temps à les réaliser pour qu'elles le soient en fait. Bêtement, parce que je n'ai pas un accès direct à l'information. Je passe par différents canaux, les commerciaux, les consultants avant-vente, lui, mon chef directement, le chef produit, etc. Mais à chaque fois, c'est du téléphone arabe, quoi. Donc du coup, on traduit toujours moins bien que la source, quoi. Et je lui dis ça, il le comprend, mais il ne réagit pas. Et ça, en tant que manager, ça m'a fait poser des questions. C'est que pourquoi, alors que je lui envoie un signal absolument clair sur mes besoins, que lui me dit qu'il est d'accord avec ses besoins, pourquoi ça ne marche pas? Et en fait, je me suis aperçu que lui, il avait ses propres contraintes. Et ses propres contraintes, c'est de répondre à la direction. Et la direction, elle n'a pas envie de gérer. Elle n'a pas envie parce que c'est mettre des moyens à ma disposition, c'est m'assurer une forme d'autonomie qu'elle n'a pas envie de gérer, etc., etc., etc. Donc, il ne me les accorde pas, mais comme il est d'accord avec moi, il n'ose pas trop me le dire. Mais moi, je suis dans une impasse professionnellement, parce que je m'aperçois que mon travail est de plus en plus dégradé, que je mets de plus en plus de temps pour obtenir le même résultat, et en plus, ça me frustre. Donc je rentre dans la deuxième catégorie des animaux de la ferme selon Isaac Getz. Je deviens un cheval. Alors le cheval, c'est la personne c'est le salarié qui a compris qu'il ne changerait pas les choses. Et il devient un exécutant, un pur exécutant. Donc il vient plus au travail pour travailler, il vient au travail pour chercher son salaire. Et moi, je suis transformé en ça. Je déteste ça, mais j'ai pas d'autre choix, puisque mon responsable, d'une certaine manière, enfin, c'est même pas d'une certaine manière, concrètement, me prive de mes moyens de production. Et le cheval, il y a une définition que j'aime beaucoup, c'est la personne qui fait absolument tout ce que vous lui dites, y compris si vous lui dites rien. Donc du coup, moi, si on me dit, je fais. Si on me dit rien, je fais. Et j'en ai passé des semaines. Quand je faisais rien, je fais une petite parenthèse, j'allais sur Google Earth et je prenais un thème, les lacs du monde. Alors, je tournais la planète, dès que je voyais une tache bleue, je m'arrêtais, je zoomais et j'allais lire la fiche Wikipédia. J'ai fait ça pour les fleuves, pour les montagnes, pour les lacs, pour les déserts. Enfin, je suis un expert en géographie à la sortie de DataFox. Et pourtant, j'ai toujours bien fait mon travail, et je suis irréprochable. Et je suis devenu un cheval. Vous connaissez la proportion de chevaux? 60. Ah, vous êtes bon. 80, ouais, c'est 70%. 70% de chevaux. Et là, en fait, moi, je me suis aperçu qu'on devient cheval à partir du moment où votre employeur vous supprime vos moyens de production. En vélo, ça reviendrait à vous enlever les pédales, si vous voulez. Et quand je vous ai dit que mécaniquement, je n'étais pas arrivé à tout faire, c'est exactement ça. C'est que je ne suis pas arrivé à enlever la pédale de ce vélo. Elle est griffée. Et alors, je vais vous demander un effort. Il faut imaginer que j'ai enlevé la pédale. Je la remettrai plus tard, mais imaginez qu'elle n'existe plus.
Quand je suis allé acheter ce vélo, le gars il dit « Oh, vous êtes venu sans votre fille, c'est dommage. » Je dis « C'est pas pour ma fille, c'est pour moi. » Il n'a pas compris. Du coup, il a pris les 20 balles, il s'est barré en disant « Lui, c'est un fou. Il achète des vélos Hello Kitty pour lui. » Donc, à la fin de la deuxième année, je dis à mon chef « Bah écoute, voilà, moi, je suis insatisfait. » Mais l'aventure, malheureusement, ne finit pas là. C'est que, du coup, comme je m'embêtais, mais que par nature, je n'aime pas m'embêter, je me suis fait élire au CHSCT ou au CU. Et dans le même temps, comme mon chef n'avait rien à me reprocher, en fait, il était même content de mon travail, il m'a donné une promotion. Je suis devenu responsable de l'application que je gérais actuellement en tant qu'analyste fonctionnel. Alors, responsable, je n'ai pas été augmenté. J'ai juste pris une partie de son boulot que lui ne voulait plus faire. Et donc, du coup, j'ai commencé à être responsable. C'était chouette, c'était responsable. Et enfin, je commençais en tant qu'élite à ressembler un peu à quelque chose, parce que sinon, un peu l'arcon. Et donc, en tant que responsable, moi, je m'aperçois très vite, enfin, pour des raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails de ce soir, que, en fait, on n'arrive pas à faire toutes les demandes, à satisfaire toutes les demandes. Et tout le monde est d'accord avec ça, donc mon chef me dit écoute, on va prendre un sous-traitant, et ça va être lui. Un sous-traitant qu'on nous impose. Alors le problème, c'est que ce sous-traitant, il n'est pas en France, donc il ne parle pas français, il est en Israël. Nous, on peut parler anglais, mais l'équipe technique, elle ne parlait pas anglais. Il ne connaît pas du coup le milieu dans lequel on travaille, c'est-à-dire l'environnement automobile en France, parce que nous, on nous vendait notre logiciel quasiment en France. Et en plus, il ne travaillait même pas sur les technologies que nous, on employait. Donc du coup, je dis à mon responsable, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce choix, parce qu'il ne correspond à aucun des critères rationnels qu'on pourrait mettre dans un appel d'offres. Appel d'offres qui n'a pas existé d'ailleurs. Et en plus, c'est un sous-traitant qu'on va prendre sur des gros montants. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on investit chaque année pour ce sous-traitant. C'est beaucoup. Et lui, il me dit, comme beaucoup de responsables, écoute, je te laisse pas le choix. Tu l'aimes ou tu la quittes. Et bon, comme j'étais au CHSCT, moi, en tant que responsable, je me suis rapidement aperçu que nos délais de production, du coup, ont triplé. Et pas de notre faute, hein, c'est juste que le sous-traitant, il rendait plus tard parce qu'il connaissait moins bien tout ce que je viens de dire. Donc ça triple. Donc les développeurs, ils disent nous on en a marre de bosser avec eux parce qu'ils ne savent pas bosser. Moi j'en ai marre de bosser avec eux parce qu'ils ne savent pas bosser. Les clients en ont marre qu'on rallonge les temps de livraison, etc. Donc au CHSCT, je dis au PDG directement, nos conditions de travail, depuis l'arrivée de ce sous-traitant, elles se sont dégradées. Et le fait qu'on ne puisse pas choisir, avoir le contrôle sur les sous-traitants avec lesquels on travaille, c'est de nous priver de la direction qu'on a envie de donner à notre entreprise. Et lui, il m'a dit, il m'a fait la même réponse que mon responsable, il m'a dit, si t'es pas content, la porte est là. Alors vous vous posez peut-être la question de pourquoi un PDG, pourquoi un responsable va engager son entreprise auprès d'un sous-traitant qui ne fonctionne pas, manifestement. On lui a amené des chiffres, c'était vrai, ça ne marchait pas. Mais en fait, la raison est toute simple, c'est que le sous-traitant offshore appartenait aussi au PDG. Donc lui, il s'en foutait, si vous voulez, c'était une manœuvre d'évasion fiscale, c'est-à-dire que la boîte israélienne facturait la boîte française, et les bénéfices de la boîte française partaient en Israël comme ça pour bénéficier d'une fiscalité plus sympa. Donc du coup, nous, en tant que salariés, par rapport à la direction qu'on avait envie de donner à notre entreprise, ça ressemblait un peu à ça. Et là, je suis passé dans la dernière catégorie des animaux de la ferme. Je suis devenu un renard. Alors le renard, il bouffe les poules. C'est-à-dire que c'est une personne qui va sur son lieu de travail pour se plaindre de son travail. Le côté extrême du renard, c'est le saboteur. Et moi, j'en ai vu. J'en ai vu dans cette entreprise des commerciaux dire à un client « N'achetez pas chez nous. » Et moi, je suis à côté. C'est moi qui l'a fait, l'application.
Achetez pas chez nous. Vous n'aurez pas de support, on va vous livrer dans l'année prochaine. J'étais devenu un renard. Et donc, pour ceux qui ont quelques bases d'arithmétique, il y a combien de pourcentage de renards en France? 24. 24%. Un salarié sur 4, en fait, désapprouve complètement, se plaint au travail, et puis en fait, ça va pas du tout. Et ben, si vous voulez, ça, pour moi, voilà, l'entreprise capitaliste, c'est comme ça qu'elle nous rend le travail. Il faut imaginer après. C'est comme voyager avec un vélo comme ça quand on travaille dans une entreprise. En tout cas, de ce que j'ai vécu. Et évidemment, le truc qui est évident, c'est que les capitalistes, ils s'en aperçoivent que les salariés sont désengagés. Ils s'en aperçoivent qu'il y a une démotivation quasiment totale. Donc, ils trouvent des solutions. Et pas des moindres. La première solution, c'est de mettre un baby-foot dans la salle de pause. Moi, je l'ai vécu dans plein d'entreprises. Une table de ping-pong. Ça peut aller jusqu'au billard, mais n'abusez pas. C'est l'entreprise. Alors, si vous êtes un peu plus vénard, vous allez partir au ski avec votre patron. Ou peut-être à Olivet, ou je sais pas, peut-être à la mer, à la Manche. Faire du surf, ou de la planche à voile. On voit aussi apparaître comme intitulé de poste des Chief Happiness Officers, les responsables de bonheur en entreprise. Alors ça c'est comme le management de la technologie, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais j'imagine que c'est un gars qui a des cotillons à l'entrée. Bienvenue. Je vous avais amené le... Bougez pas. Si je le retrouve vite. Bon, je ne l'ai pas retrouvé. Alors je vais vous le raconter, parce que j'ai lu ça dans... Comme je suis parisien d'adoption, enfin, je suis pas par défaut, je lis les gratuits. Et il y avait un truc dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est news, machin, un petit encart sur les suicides des policiers. Donc tu as tout un article qui parle du suicide des policiers, qui est un métier où les gens se suicident. Et il y avait un petit encart où c'était marqué « pour en savoir plus ». Et dans ce petit encart de 4 lignes, c'était marqué une note interne de la direction de la police, voilà, a demandé au commissariat d'organiser des pique-niques pour éviter, mais explicitement pour éviter les suicides. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas, quoi. Mais le CHU de Toulouse était dans une grève assez forte. La réponse, parce que manque de moyens, parce que manque de moyens. La réponse de la direction, ça a été d'embaucher des consultants en rigologie. C'est très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui vient et qui te dit, si tu es mal dans ton travail, c'est parce que tu ne sais pas rire. Tu ne sais pas être heureux. Et eux, ils étaient complètement affligés, quoi. Parce que, enfin, faut lire l'article dans le Monde diplomatique. C'est affligeant. Et c'est la réponse, c'est la réponse du capitalisme. Il y a aussi plein de trucs, quoi. Les bouquins, apprendre à gérer son stress, apprendre à gérer une réunion, apprendre à s'organiser. En gros, c'est votre faute. Vous êtes malheureux au boulot, c'est votre responsabilité. C'est parce que vous ne savez pas vous organiser, vous ne savez pas être heureux, et vous savez qu'à aller au pique-nique. ou faire un baguette. Et cette réponse, et en plus, il ne faut pas la... Enfin, on en rigole, mais il faut la prendre très au sérieux. Parce que moi, chez Data First, du coup, je refusais d'aller au laser game, par principe, au laser game du Nous, c'était laser game. C'était Brolski, c'était pas... on n'est pas de baby-foot, on est quand même un laser. Et les gens, et les autres salariés, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ouais, mais toi, tu es remonté contre la direction de toute manière, et c'est toi qui t'exclus du groupe. Pour une fois, il fait un effort, et c'est toi qui t'exclus.
Donc c'est pas une réponse qu'il faut sous-estimer, parce qu'en fait elle est assez puissante, en fait. Elle est insidieuse, mais elle est puissante. Et en fait, bah, vous l'avez compris, hein, d'une certaine manière, moi pour être heureux dans mon travail, pour être engagé, pour être motivé, j'ai pas besoin ni d'un baby-foot, ni d'un ski avec mon boss, ni de savoir d'apprendre à m'organiser. Je suis plutôt un bon professionnel. J'ai eu l'occasion de le prouver dans 2 expériences, heureusement, sinon j'aurais complètement perdu confiance en moi. Moi j'ai besoin d'être libre. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être autonome dans mon travail, de pouvoir prendre des décisions par rapport à mon travail, et j'ai besoin aussi, surtout d'ailleurs, de m'organiser collectivement avec mes collègues. Moi, c'est de ça que j'ai besoin, et je demande pas plus. Le collectif. Aujourd'hui, ce qu'on nous vend, c'est le premier de cordée. Moi, le premier de cordée, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis un cycliste, je crois au peloton. Vous connaissez le principe du peloton? Je vais expliquer le principe du peloton. Quand vous roulez à vélo, ce qui est dur, c'est d'enlever l'air qui est devant vous. C'est même pas les frottements du pneu, ça c'est quasiment pas grand-chose. C'est surtout d'écarter l'air. Donc quand vous roulez en peloton, ils sont malins les cyclistes malgré tout, c'est qu'ils roulent à la queue leu-leu. Et c'est pas pour rien. C'est que le premier, lui, il force beaucoup, parce qu'il enlève l'air. Et le deuxième, eh ben, il va en enlever un peu moins, le troisième un peu moins, etc. Ce qui fait que le quatrième, je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo, si vous êtes quatrième ou cinquième dans un peloton, mais vous pédalez pas. Vous pédalez pas, c'est génial, vous êtes complètement aspiré par le train, c'est encore une histoire de train. Et en fait, vous ne forcez pas. Et alors évidemment, le premier de cordée, bah, s'il reste tout le long du trajet, mais en 10 minutes, il est cramé, donc tout le train va rouler à la vitesse du gars qui est cramé. Donc les cyclistes, sont des personnes intelligentes, ils changent. C'est que le premier, à un moment, il s'éjecte, et ben c'est le deuxième qui passe devant, et l'autre, il va rejoindre le train, l'arrière du train. Et donc, du coup, il va se reposer, etc., etc. Et on tourne comme ça. Et si tu ne tournes pas, bah, tu n'avances pas. Et en fait, du coup, en ayant créé du collectif, eh bien, tu es capable de rouler très vite, très longtemps. Et aucune des personnes prises individuellement ne serait capable de cette performance. C'est impossible. Le peloton. Le collectif. Vous reconnaissez? C'est l'organigramme de votre entreprise. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est le chef? C'est lui? Oui. Bon, alors, en haut de la pyramide, il y a le pharaon. Hein. Là, il y a les directeurs, il y a les responsables de service, et puis là, il y a les petites fonds. Ça, c'est une entreprise classique. Moi, quand je travaillais à Data First, j'étais là. J'ai tenté d'aller là, mais je suis vite redescendu là. Et quand je travaille en tant qu'analyste fonctionnel, mon quotidien, c'est de travailler avec les développeurs qui sont dans le même service que moi. Mais je travaillais aussi avec le chef de produit marketing, parce que lui, il est en lien avec les clients, et puis on définissait ce qu'on appelle la roadmap, en gros les nouvelles évolutions qu'on allait faire. Mais je travaillais aussi avec Valérie, qui était au support, parce qu'évidemment, quand il y a un bug, eh ben, elle me le faisait remonter. Alors moi, j'étais à la direction de la production, lui, il est à la direction marketing, elle, à la direction des services. Je travaillais aussi avec un gars que j'aime beaucoup, Sylvain, qui était à la direction commerciale, parce que quelquefois, pour réaliser des devis qui ne soient pas complètement débiles, il faisait appel à moi pour dire qu'est-ce que tu en penses en termes de charge de travail, etc. Je travaillais avec ce gars-là de la direction commerciale. Donc, si vous voulez, mon quotidien, et puis en plus de ça, je travaillais avec d'autres personnes, on va dire c'est des interlocuteurs principaux. Je ne travaille jamais avec mon chef. Ces structures-là, c'est des structures qui ne sont pas des structures opérationnelles, en fait. Elles correspondent quasiment jamais à la réalité du travail. Elles correspondent à des structures de contrôle. Après 68, c'est Danielle Linhart, qui est directrice de recherche au CNRS également, et qui est en sociologie du travail. Et qui a beaucoup écrit sur le nouveau management. Après 68, les patrons, ils ont bien flippé. Ils ont bien flippé d'une chose, ils ont flippé de la capacité organisatrice des salariés. Donc, le capitalisme a
à trouver des méthodes à ça. Individualiser le salarié, au maximum. Donc individualiser le salarié, c'est déjà lui donner un chef. Alors le chef existait avant les années 68. Mais par exemple, toute la relation est individualisée avec le chef. La négociation des salaires. Avant 68, c'est ce que dit Daniel Linhart, il aurait été impensable qu'un ouvrier aille négocier seul son salaire avec un contremaître. Ça se faisait de manière collective, en groupe, justement parce que le rapport de force est trop unique. Moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai toujours négocié mon salaire seul. La formation, vous avez un compte personnel de formation. Vous avez évidemment des entretiens annuels, entretiens individuels, annualisés. Vos objectifs sont individuels. Moi, professionnellement, ça n'a aucun sens. Si les développeurs travaillent doucement, je ne livre pas. Si le commercial ne vend pas, je ne livre pas. Si je livre un truc qui est plein de bugs, eh ben, il va falloir que je fasse plein de corrections. Mon travail dépend du travail de plein de personnes dans la structure et vice-versa. Donc le fait d'avoir un objectif individuel, ça n'a pas de sens dans l'entreprise. On n'a que des objectifs communs. Aujourd'hui, le truc à la mode, là, c'est la retraite par capitalisation. Vous individualisez votre rapport à la retraite. Vous ne cotisez pas pour la caisse des retraites, vous cotisez pour vous. Et c'est ça le nouveau management. Le fait de transformer un salarié en individualité au service du patron et pas en collectif au service d'une raison sociale ou d'une mission sociale. Seulement, il y a des variantes à ça. Il y a des variantes à ça. C'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure, Isaac Getz, qui a étudié les entreprises libérées. Alors, les entreprises libérées, c'est grosso modo un patron qui dit à ses salariés, vous vous démerdez. Vous vous démerdez, vous me faites de l'argent. Donc, c'est des entreprises qui sont capitalistes, qui ne sont pas parfaites. Mais par contre, en termes d'organisation, elles changent complètement la manière de fonctionner. Où est le chef? C'est lui, là, c'est Usbal. En fait, on ne sait pas trop. Et en fait, d'un point de vue hiérarchique, c'est des structures qui n'ont pas de hiérarchie. Ça, c'est l'organigramme tel qu'il pourrait être défini d'une entreprise qui s'appelle Midnight Star ou Morningstar. C'est une entreprise de plusieurs milliers de salariés, leader sur son marché qui fait de la tomate aux États-Unis. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est une entreprise de plusieurs, je crois même dizaines de milliers de salariés. Donc les entreprises libérées, c'est pas simplement la petite PME du coin. Ça peut être des grands groupes internationaux, ça peut être des administrations. C'est une philosophie, c'est pas une question d'échelle. Et ces gens-là, eux, ils définissent pas qui est le chef de qui. Ils définissent quel est mon rôle et quels sont mes engagements par rapport aux autres. Et ça correspond, moi, à mon quotidien. Si je reprends l'organigramme de Data First, mon rôle, c'est analyste fonctionnel. Mes engagements, c'est de travailler avec les développeurs pour leur fournir des analyses qui sont correctes. C'est de travailler avec le support pour résoudre les bugs qu'ils vont nous soumettre. C'est ça, mes engagements. Et ça, c'est ce que ça montre. Ça, c'est un rôle, une personne. Et ça, c'est les engagements qu'il a vis-à-vis des autres. L'avantage de ces structures-là, c'est qu'elles s'affranchissent de lignes hiérarchiques. Et par exemple, c'est des entreprises qui vont élire des personnes. Quelquefois, on a besoin d'un responsable. On a besoin d'un leader. Ça dépend, les dénominations changent d'une entreprise à une autre. Mais ces leaders, ce n'est pas des gens qui sont choisis parce qu'ils sont copains avec la direction, parce que, etc. C'est des gens qui sont élus par les salariés. Élus souvent avec des mandats révocables. Et surtout, si un rôle ne convient pas à une personne, il peut en changer. Il peut dire ce rôle ne me convient pas. Et c'est pas pour autant qu'on dit c'était un mauvais salarié. Non, c'est simplement qu'on considère que les gens ils sont mouvants. Et donc du coup, les liens changent tout le temps, perpétuellement. Et ça crée des salariés quand même assez motivés. Naturellement, ça a une conséquence assez importante sur les conditions de travail, parce que ça remet en cause le lien de subordination. Et le lien de subordination, c'est un des fondements de nos contrats de travail. C'est un des 3 éléments principaux de nos contrats de travail. Et nous, on n'aime pas ça.
culturellement, on se dit, s'il n'y a pas de chef, c'est le bordel. Et c'est quelque chose qu'on apprend. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, vous avez un maître. Après, vous êtes au collège, vous avez des professeurs. Vous êtes à la fac, vous avez des maîtres de conférences. Et quand vous êtes en entreprise, vous avez un chef. On a tout le temps un chef, quelque part. On a tout le temps une autorité, une référence auquel on doit se référer pour bouger le petit doigt. Donc c'est quelque chose qui est très ancré en nous. Et on a l'impression que c'est quelque chose un peu d'incontournable. Moi, j'ai discuté avec plein de personnes qui n'entendent pas d'entreprise libérée, et c'est vraiment la première chose qui sort. Non, c'est pas possible, ça serait le bordel. Bon, bah, eux, ils sont 10 000 et c'est pas le bordel. Et non seulement c'est pas le bordel, mais toutes les entreprises libérées sont quasiment tout le temps des leaders sur leur secteur. Parce que les salariés s'organisent exactement comme ils le veulent. Et donc ça génère de l'engagement, ça génère de la motivation. Du coup, ça enlève des chevaux et ça plus de poules. Des poules à l'eau. Le côté naturel du lien de subordination, c'est quelque chose qu'on a parfaitement intégré. On se dit, bah voilà, en tant qu'être humain, on est des mammifères, on est organisé comme ça. Il y a toujours des mâles dominants. Et quand vous regardez dans la nature, il y a toujours un mâle dominant, quoi. Il y a toujours une espèce de hiérarchie qui se construit autour d'une forme de pyramide, comme ça. Et en fait, ce sont des conventions. Et les babouins nous l'ont montré, ça. Dans les années 70, il y a un neurobiologiste qui s'appelle Robert Sapolsky qui étudie les babouins. Il est au Kenya, je crois. Il étudie des centaines de babouins, des dizaines de groupes différents, etc. Et le sujet de son étude, c'est d'étudier le niveau de stress par rapport à la hiérarchie du babouin. Donc en gros, il récupère les matières fécales des babouins, et il récupère l'hormone du stress, et par rapport à la position, et en gros, et puis le taux de testostérone. Voilà, je cherche. Plus le babouin a de la testostérone, plus c'est un alpha, donc il est haut dans la hiérarchie. Et puis après, avec l'hormone du stress, il regarde. Et il s'aperçoit que ceux qui sont stressés, c'est ceux qui sont, si je reprends la pyramide, hop. C'est ceux qui sont là-haut, et ceux qui sont tout en bas. Et du coup, ça l'étonne, parce que lui, il pensait qu'il n'y avait que ceux du bas, quoi. Il pensait que ceux du haut étaient plus à la cool. Mais en fait, non, parce qu'eux, ils sont tout le temps en train de se battre pour garder les femelles et garder l'accès prioritaire à la bouffe. Et donc il étudie tous ces babouins comme ça pendant 10 ans. Et dans les années 80, il y a un drame qui se passe. Dans un des groupes qu'il étudie, les babouins dominants, les mâles alpha, vont aller manger une nourriture qui vient d'un centre Club Med, type Club Med, et ils bouffent des restes de viande qui sont infectés à la tuberculose et ils meurent tous. Plus de mâles alpha. Et du coup, Robert Sapolsky, il pense un peu comme nous. Bon, bah, les mâles qui sont là, ils vont prendre la place des mâles alpha, et du coup, naturellement, puisque naturellement on s'organise comme ça, ils vont reconstituer la pyramide des dominants et des dominants. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que les babouins, ils apprennent à vivre autrement, et ils s'aperçoivent en plus que les rapports collaboratifs et coopératifs commencent à se développer, il y a plus de partage, et que l'accès aux femelles est plus rapide. Il fallait, je crois, 2 mois dans un groupe avec mâle dominant. Là, il faut plus de 15 jours. Et mieux que ça, le top du top du rapport social chez les babouins, c'est pas le rapport sexuel, c'est l'épouillage. Et avant, dans un groupe avec mâle dominant, il faut 3 plombes pour se faire épouiller. Et les nouveaux babouins, voilà, ils se font épouiller au bout de 3 mois. Enfin. Dans les nouveaux groupes, en 3 jours, t'es épouillé des pieds à la tête. Et du coup, voilà, quoi, les rapports sociaux sont beaucoup plus détendus, et puis bien sûr, les niveaux de stress dans le groupe baissent avec les niveaux de testostérone. Tant mieux. Du coup, là, on est dans un groupe de babouins à la cool. Et ils se tapent plus sur la cour, j'y partage, etc. Et seulement les babouins, pour éviter les problèmes de consanguinité, à la puberté, les jeunes mâles quittent le groupe, et d'autres mâles arrivent dans le groupe. Donc, évidemment, les nouveaux mâles qui arrivent, eux, ils ont grandi dans un truc comme ça, avec un vrai chef qui tapait sur les autres, quoi. Donc, eux, ils arrivent dans un groupe à la cool. Donc, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de prendre la place. Hein. Il n'y a pas de chef, donc c'est moi le chef. Donc, le groupe, d'abord, va lui apprendre des nouvelles règles. Ça se fait quelques fois dans la douleur. Mais, le truc qui est bluffant, c'est que 10 ans plus tard, il n'y a plus un seul mâle d'origine dans le groupe qui a été traumatisé. Et pourtant, ils ont conservé leurs règles. C'est-à-dire que tous les nouveaux arrivants
ont intégré le fait que le groupe fonctionnait de manière collective. Et Robert Sapolsky, il souligne que ça s'est fait en une seule génération. Donc c'est pas génétique, quoi. C'est pas un truc qui se fait sur des millénaires d'apprentissage, etc. Les babouins, ils l'ont fait en une génération. Donc on peut espérer que l'être humain fasse en 20, 30. Enfin, on n'est pas plus malin que des babouins, ça c'est sûr, mais en tout cas, on peut toujours tenter. En tout cas, ça marche. Le lien de subordination, c'est une convention sociale. C'est quelque chose qu'on s'est créé parce qu'on pense que, mais en fait, si on l'enlève, des entreprises voient déjà que ça fonctionne. Personnellement, moi j'ai déjà travaillé dans une entreprise type libérée quand j'étais volontaire de solidarité internationale. J'étais en Haïti, je travaillais dans une fac. Donc il y avait un doyen qui avait un rôle de doyen, mais ce n'était pas notre chef. C'est-à-dire que je n'ai pas de contrat de travail en tant que volontaire de solidarité internationale. Si j'ai envie de partir du jour au lendemain, je pars du jour au lendemain. Il n'y a rien qui peut me retenir. Je ne peux pas être sanctionné. Enfin, on peut me faire des remarques sur mon travail, mais en tout cas, on ne peut pas me dire t'es viré. Et du coup, on était une dizaine de personnes dont le but du jeu était de faire naître une faculté. Et en Haïti, c'est compliqué de développer une institution, parce qu'il y a beaucoup de corruption, parce que les catastrophes naturelles, enfin, vous connaissez un petit peu ce qui peut se passer dans ce pays-là, et c'est extrêmement compliqué. Et bien cette faculté, qui marchait comme une entreprise libérée, ça fait 15 ans qu'elle tourne, j'y suis retourné l'année dernière, ils ont 5 fois plus d'étudiants, maintenant ils se gèrent complètement de manière autonome, c'est-à-dire qu'ils ne font plus appel à des coopérants, et ça marche très bien. Ils ont traversé le séisme de 2010. Là en ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une crise politique en Haïti qui est bien costaud, et c'est des structures qui fonctionnent. C'est des structures qui fonctionnent parce qu'elles sont collaboratives. Parce que sinon, le chef, dès qu'il se barre, il y a tout qui s'écroule. Donc ça marche. L'avantage de créer du collectif et de supprimer le lien de subordination, ça permet aux salariés de se réapproprier leurs moyens de production. C'est nous qui choisissons comment on s'organise et ce qu'on fait. Et du coup, si j'avais eu la joie de pouvoir enlever cette pédale, nous la récupérions. Donc je la remets, donc ça va. Je vous ai préparé une petite surprise. J'espère qu'elle ne va pas foirer. C'est une première. C'est la 9e fois que je fais cette conférence gesticulée. Et évidemment, je la retravaille, j'essaie de faire des nouveaux trucs. Et ce soir, j'ai tenté un nouveau truc. Ce sera une première à Olivier, ça sera peut-être une dernière si c'est un fiasco, n'hésitez pas à me dire. Je regarde ma petite carte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé voyage. Non, j'ai rien oublié. On va attaquer un nouveau volet concernant le travail. Je vais tenter une imitation. Je ne suis pas comédien, ce n'est pas le but du jeu. Vous allez peut-être trouver. Français, Françaises, mes chers concitoyens. Vous le savez, nous traversons une époque minée par le chômage. Chaque jour, des millions d'entre vous en assument la lourde peine. C'est intolérable. Je ne puis tolérer que ce fardeau ne pèse plus longtemps sur vos épaules. En tant que chef de l'État, je veux retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. C'est mon projet. Et je m'y suis engagé. Les mesures que j'ai prises, comme le doublement du CICE, la flat tax ou la suppression de l'impôt sur la fortune, sont des mesures qui, j'en suis absolument convaincu, nous permettront de retrouver ce chemin de la croissance. Ce sont des mesures en faveur de l'investissement. Oui, nous avons besoin d'investisseurs. Ces hommes et femmes hors du commun, ces intrépides premiers de cordée, ces start-upers, ces entrepreneurs du progrès, qui chaque jour prennent tous les risques pour la grandeur de la France. À ces investisseurs,
ce soir, je voudrais rendre hommage. Et j'espère que vous saurez les supporter dans la lourde tâche qui est la leur. Merci. Ça, c'est le discours que vous entendez sur les investisseurs. Ces gens qui sont, on l'imagine un peu seuls dans leur garage, à vouloir créer de l'emploi tout et puis bon, ben voilà, ils sont abandonnés de tous, donc on a des mesures qui vont les aider, le CICE, la flat tax, etc. Alors derrière le discours, en fait, c'est une énorme connerie, parce que l'investissement, il faut savoir que 1% des entreprises investissent en valeur 85% du montant. Elle n'est pas claire cette phrase? Non. Je leur fais, c'est parti. 1% des entreprises investissent l'équivalent de 85% des investissements. Mieux? À votre avis, c'est 1% d'entreprises. C'est lesquelles? Non. C'est les plus grosses. C'est celles qui ont l'argent. C'est les 10 000 plus grosses entreprises de France qui investissent 85% de l'investissement. Le mythe du start-upper dans son garage, ou de l'entrepreneur, ou de la personne qui ne mange pas parce qu'elle met tout dans son entreprise, ça doit exister, c'est même sûr que ça existe. Il y en a des personnes qui créent des entreprises à partir de rien, qui se mettent peut-être en danger pour ça, prennent trop de risques. Mais ce n'est pas la physionomie de l'investissement en France. Et le CICE, la flat tax et la suppression de l'impôt sur la fortune, ce n'est pas des mesures qui sont dirigées vers ces personnes-là. C'est des mesures qui sont dirigées vers les 1% d'entreprises qui ont déjà les moyens d'investir. Donc c'est un cadeau supplémentaire. Le CICE, il y a un organisme qui est chargé de voir les résultats du CICE. D'évaluer. Comment? D'évaluer. D'évaluer. La première mouture du CICE, là il a été doublé, il était passé à 40 milliards, la première c'était 20 milliards. Cet organisme a dit, on ne sait pas trop, c'est entre 20 000 et 100 000 emplois en plus. Mais même si on prend l'hypothèse la plus joyeuse de 100 000, 20 milliards pour 100 000 emplois. En fait, ça ne marche pas. Ces politiques d'investissement, ça ne fonctionne pas, parce que les gars, en fait, ils en profitent pour faire du profit. Parce que ça veut dire 200 000 euros par emploi. Vous imaginez si l'État investissait 200 000 euros par emploi, enfin, on aurait des infirmières qui seraient payées 6 000 balles, ça serait super, quoi. En tout cas, ça aurait pu être un choix que les politiques publiques fassent. Bon, ils ont fait le choix de verser ça au CICE, à la flat tax, etc. Il fait un peu chaud, et malheureusement, c'est la partie un peu pénible de la conférence. Alors, l'investissement. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que ça va se redérouler. L'investissement. D'où provient l'investissement? L'investissement en France, il provient du PIB. Le PIB, c'est en gros les entreprises génèrent de la valeur ajoutée. Et de cette valeur, ça va se scinder en deux parties. Vous vous souvenez des classes des propriétaires des moyens de production, qui vont récupérer les profits, et la classe des travailleurs, qui vont récupérer les salaires. Voilà. Grosso modo, le PIB se scinde de cette manière-là. 40% retournent aux propriétaires des moyens de production, 60% va aux salaires. L'investissement provient de cette partie-là. C'est-à-dire que les enfants de Bernard Arnault captent une partie des profits et ils choisissent combien ils en réinvestissent. Et ils en réinvestissent en fait à peu près un tiers de ces profits. Ils en investissent à peu près un tiers.
Donc c'est inégal, enfin c'est injuste déjà, parce que l'investissement, l'argent, est généré par le travail des salariés. Et en fait, c'est uniquement les propriétaires qui vont choisir ce qu'ils vont faire avec. Et non seulement ils vont choisir le montant qu'ils vont réinvestir, mais en plus ils vont choisir où ils vont le réinvestir. Aujourd'hui, Total investit dans le pétrole de schiste au Canada. Bon, bah, les salariés n'ont pas eu leur mot à dire. Et peut-être que les salariés auraient été contre ça, pour des raisons écologiques, par exemple. Et donc, du coup, il y a une réelle injustice. Déjà, les politiques d'investissement sont tournées vers des gens qui n'ont pas besoin d'argent, fondamentalement, et on pourrait investir ailleurs. Et ensuite, ça échappe à tout contrôle. À aucun moment, l'État ne va aller voir Total en lui disant non, tu n'investis pas dans le pétrole de schiste, on a nos considérations écologiques à prendre en compte. Face à ça, on a une contre-proposition d'un monsieur qui s'appelle Bernard Friot, qui est professeur émérite à l'université de Nanterre, qui a été économiste aussi dans la première partie de sa vie, et maintenant qui est sociologue du travail. Et lui, il propose une alternative à la gestion de l'investissement en France. Une alternative qui est toute simple, en fait. Son idée de base, c'est de dire, puisque c'est de l'argent qui a été généré par le travail, c'est normal que ce soit les travailleurs qui en disposent. Donc, au lieu que cet argent aille au profit, lui propose de le répartir en 3 caisses. Sur les 100% de valeur ajoutée, lui propose que 15% retourne à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire que les propriétaires réinvestissent 15%. Donc en gros, ils ne changent pas ça. C'est de l'auto-investissement. L'autofinancement. La deuxième partie, c'est là où c'est intéressant, ça commence à devenir intéressant, encore une partie de 15%, c'est ce qu'il appelle une caisse d'investissement. C'est-à-dire que l'entreprise, au lieu de donner l'argent au propriétaire, elle donne l'argent à une caisse d'investissement. Et cette caisse d'investissement va choisir dans quel projet elle va investir. Et l'investissement se fera sous forme de subvention, pas de prêt. Ce n'est pas une banque, c'est une caisse d'investissement. Ce qui veut dire, si on en revient au start-upper tout seul dans son garage, qui aujourd'hui n'a pas d'accès à l'investissement, et demain il pourrait avoir accès à 15% de la caisse d'investissement. En montant, aujourd'hui, c'est 170 milliards. Donc c'est énorme en fait. Vous connaissez, par exemple, si demain vous voulez traiter, je ne sais pas, l'urgence écologique, vous connaissez le budget du ministère de l'écologie aujourd'hui? C'est 10 milliards. Là, vous avez 170 milliards. Donc en termes d'action, bon, je ne suis pas un fervent défenseur de des éoliennes de partout, mais en tout cas, ça donnera des possibilités d'action beaucoup plus fortes. Le dernier, la dernière partie, donc de 10%, c'est une caisse d'investissement, mais publique. Par exemple, Friot propose de financer les transports grâce à cette caisse, ou les télécommunications. Quelque chose de général. En gros, ici, vous financez l'entreprise, ici, vous financez les entreprises, et ici, vous financez l'intérêt général, c'est-à-dire les transports, parce que pour vous rendre dans votre entreprise, généralement, vous utilisez des transports. Vous remarquez que ça fait 40%, ça fait 40%. Donc, en termes macroéconomiques, ça ne perturbe pas l'économie. On reste sur des grandes masses. Et en plus, on sait faire. Quand je suis sorti de la vallée de la mort, l'année dernière, j'ai traversé les États-Unis à vélo, l'Ouest américain, et j'ai traversé la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est l'endroit le plus chaud au monde, avec une température enregistrée à Furnace Creek de 57 degrés, à Londres. Donc au soleil, c'est dur, quoi. Même je l'ai traversé en mai, il ne faisait pas très chaud, il devait faire 38, 39, entre 38 et 42. Au soleil, vous avez tout, sous le chapeau, vous avez 60 degrés, quoi. Et quand je suis sorti de la vallée de la mort, il y a 150 km, il n'y a rien. Pas de ravitaillement, pas d'eau, que dalle. Donc quand je suis sorti, j'étais pas bien. En plus, ça finit par un col. Et je me suis fait recueillir à la sortie à Shoshone par une dame qui s'appelle Marie, institutrice. Comme beaucoup de pauvres américaines, elle n'a pas de retraite, ou peu de retraite. Donc du coup, elle a acheté un lopin de terre dans le désert. Elle a mis son mobil-home et elle vit là-dedans.
Et on a échangé sur quelque chose que vous connaissez bien, sur la sécurité sociale. Parce qu'elle, elle m'explique que quand elle doit aller chez le dentiste, parce qu'il y a une dent qui l'a fait souffrir, elle demande au dentiste de vérifier s'il n'y a pas d'autres dents qui sont mi-figue, mi-raisin, et de les enlever tout de suite. Parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller plusieurs fois chez le dentiste chaque année. Et donc, quand je lui ai parlé de la sécurité sociale, elle m'a dit, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher un système comme ça, parce que si vous pouvez aller gratuitement chez le dentiste ou gratuitement chez le médecin, vous allez y aller 15 fois. En pratique, non, en fait, ça marche. Et ce que propose Frio au niveau de la caisse d'investissement, c'est exactement pareil que la sécurité sociale. C'est exactement le même système de fonctionnement. Aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, vous ne le payez pas. Il est payé par une caisse. Donc vous cotisez à une caisse, et puis c'est la caisse qui se charge de le payer, parce qu'on considère que la santé est un bien trop précieux pour appartenir à des logiques privées. Et ça marche. Et ça marche super bien, parce que si on compare au système américain, pour 1 euro, pour 100 euros de PIB, les Français, pour 100 euros de salaire, d'ailleurs, vous pouvez dire ça, les Français dépensent 11 euros dans leur santé. Les Américains, 17,8. Pas des euros, des dollars. Donc, si vous voulez, on a des systèmes de santé à peu près équivalents en termes d'accès à la radiologie, etc., etc. Et pourtant, eux, ça leur coûte bien plus cher que pour nous pour soigner. Parce qu'ils font appel à des compagnies privées, donc qui font du profit sur leur santé. Et nous, on a une caisse de sécurité sociale qui ne fait pas de profit. D'un point de vue gestion, souvent c'est un discours qu'on entend, ouais, mais alors dès que ça devient un truc public, c'est des gros mammouths, ça coûte la peau du cul en salaire, en administratif, etc. En fait, en pratique, c'est 2 fois moins cher. C'est-à-dire que les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est 7% de son budget. Dans une compagnie privée américaine, c'est 15%. Donc en plus, en gestion, c'est moins cher. On gère mieux, on rembourse mieux, et en plus, ça fait un système de santé qui est plus égalitaire. Même si, concrètement, je peux aller voir 10 fois le médecin pour la même règle. En pratique, il n'y a pas d'abus, ou peu d'abus. Ou suffisamment peu pour que ça ne nuise pas au système. Eh bien, ce qu'on fait pour notre santé, Frio, il dit, moi, je propose de faire pareil pour tout l'investissement. Tout simplement. Tout simplement, sauf que, il y en a qui ne vont pas être d'accord. Eux, là, ils ne vont pas être d'accord. Parce que les propriétaires des moyens de production, ils ne vont pas vouloir se laisser déposséder pour ce qu'il appelle de la propriété d'usage. Voilà pour l'investissement. L'avantage d'une caisse comme ça, c'est la caisse de sécurité sociale, par exemple, pour ses remboursements, c'est elle qui choisit ce qu'elle rembourse et ce qu'elle ne rembourse pas. Voilà. Je suis allé un peu vite sur la caisse de sécurité sociale. Vous connaissez son budget? 40 millions? Milliards? 40 milliards? C'est 10 fois plus. Il y a 450 milliards. C'est 2 fois le budget de l'État. Donc quand on parle du modèle français, ça réfère à ça en fait. Un organisme social 2 fois plus puissant que l'État. Donc c'est une vraie force de proposition. Et du coup, c'est pour ça que la sécurité sociale, quand elle a été créée en 1945 par Ambroise Croizat, elle était uniquement gérée par les salariés, 100%. Et les patrons sont rentrés dedans dans les années 70, et l'État est rentré dedans dans les années 90. Et c'est depuis que le patronat est rentré dedans et que l'État est rentré dedans qu'ils essaient de déconstruire, qu'on a vu apparaître les mutuelles privées, etc. Parce que c'est un gâteau de 450 milliards. Donc quand on vous parle du budget, du trou de la Sécu de 30 milliards, en fait c'est que dalle. C'est 8% du budget. Il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi. Il y a des erreurs de gestion, des problèmes de gestion, pourquoi pas, on peut toujours s'améliorer. Mais il n'y a pas de quoi dissoudre la sécurité sociale, parce qu'il y a Aujourd'hui, vous savez que la sécurité sociale est excédentaire? Bref, du coup, la caisse d'investissement et la caisse de la sécurité sociale, c'est elle qui a financé aussi tous les CHU, sans passer par des banques. Donc ce sont des investissements massifs qui gèrent notre santé aujourd'hui et qui ont été faits uniquement avec des biens socialisés, de l'argent socialisé. Et bien voilà, pour terminer sur l'investissement, ça permettrait aux citoyens et aux salariés de choisir dans quoi on a envie d'investir.
Et si demain on n'a plus envie d'investir dans le pétrole de schiste ou dans quelque chose qui nous semble inutile à la société, et bien avec une caisse d'investissement, on aura le choix de le faire. Alors qu'aujourd'hui, c'est les propriétaires des moyens de production qui choisissent. Et eux, ils choisissent par rapport à leur portefeuille. À ce qui est rentable. Si on choisit la direction qu'on a envie de donner à notre économie, eh ben en voyage, ça veut dire que je me remets le guidon. Je choisis la direction. On a bientôt terminé. Courage. On va faire un petit jeu. Pour vous réveiller. Alors, on va faire un petit jeu. Il y a une liste de 10 métiers. Vous arrivez tous à lire, je vous les lire. Il y a un publicitaire, un agriculteur, un maçon, un avocat, un infirmier, un footballeur pro de Ligue 1, un instituteur, un artiste peintre, un informaticien et un trader. Je vais vous demander de les trier par utilité, l'utilité que vous leur accordez. Donc, on va commencer par je vais demander à une personne qui va me dire, par rapport à moi, c'est elle, et après on fera un vote. Par exemple, à monsieur. Pour vous, parmi ces métiers, quel est le plus utile à notre société? L'instituteur. L'instituteur. Qui est pour l'instituteur? Non, allez, il n'y en a que 3. Ah, donc une autre proposition. L'agriculteur. Qui est pour l'agriculteur? Ok. À Paris, ils ont dit artiste peintre. Un agri-quoi? L'agriculteur en premier. Madame, en deuxième. L'infirmier. Qui c'est qui vote pour l'infirmier? Pas mal, mais... Ouais. Quelle autre proposition? Instituteur. Qui pour l'instituteur? Ouais, c'est kiff-kiff, bourricot. Je vous propose de mettre l'instituteur en 2 et l'infirmier en 3. Non. Ouais. Non. En 2 et 2 bis. En 2 et 2 bis. 2 et 2. Ça arrive. Ensuite, monsieur, le maçon. Qui vote pour le maçon? Ouais. En 4. Ok. On a un maçon. L'informaticien, c'est utile. Pour faire des conférences. Ensuite, par exemple, madame, l'artiste peintre, en 5 du coup. Qui est pour l'artiste peintre? Ouais. Ça en fait une quinzaine. Si je demande à monsieur, vous n'avez pas voté pour l'artiste peintre? J'hésite entre avocat et informaticien. Ok, l'avocat? L'informaticien? Ouais. Ah bah non. C'est l'artiste peintre qui a gagné. En 5e. Ensuite, si on met l'avocat en 6, qui c'est qui vote pour l'avocat? Ouais, ok. Une bonne majorité. Ensuite, l'informaticien, ça fait consensus? Ensuite, C'est bon là. C'est bon là, 7, c'est bien. Et 7, ça fait une équipe du Rhône, c'est bon. j'étais sûr que ça allait vous réveiller. Donc je vais mettre plus tôt. Et 7, ça fait une équipe du Rhône. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que le footballeur, je trouve qu'il y a quand même, ça regroupe des gens dans les stades. C'est une forme de fête, quoi. Mais pas obligé d'être professionnel. Ils ne sont pas obligés d'être professionnels, mais bon, en tout cas, moi, je suis allé qu'une seule fois de ma vie au Parc des Princes. Il faut quand même l'entendre.
machin. Longtemps, enfin tout de suite. Allez, on le met en limite. Et entre trader et publicitaire. Aucun. Mais il faut choisir. La publicitaire. Oh bah non. Ah si, mon trader. Ah, t'es bien obligé de le Bon. mettre en haut. Non mais là c'est de la manipulation des masses. Et de liberté là-dedans. C'est devenu le chef. Je vais vous mettre dans cette case-là les valorisations et les salaires moyens de ces professions. Alors, je vous dis tout de suite, parce qu'à tous les coups, c'est des valorisations moyennes, donc il y a des écarts importants, vous n'allez pas être d'accord. Dès que je mets le salaire d'instituteur, non. Alors, le publicitaire, on est environ à 50 000 €. C'est des cas euros. Par an, brut. Brut annuel. Agriculteur, on est à 15 en moyenne. Le maçon, on est environ à 30, un petit peu moins. L'avocat, on est environ à 50. L'infirmier, on est environ à 30. De toute façon, là, ça fait... le footballeur pro, ça 150. 150. Qui dit mieux? Ça va dépendre. Qui dit mieux? 500. Qui dit mieux? Moyenne. C'est 700. Ouais. Et en plus, il y a un lien là-dedans. C'est énormément tiré par le PSG, mais c'est le salaire moyen, 700 000 €. L'instituteur, on est à peu près à 30. Alors l'artiste peintre, il y a un chiffre. Le site, il donne un chiffre. Il ne donne pas les sources, il ne donne rien, mais ils mettent 30 aussi. Mais je pense que c'est à cause de Beaubourg. L'informaticien, il est à 50. Et le trader, il est à 70. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il précise hors bonus. Et il y a une petite étoile qui dit leur salaire, c'est 90% en bonus. En fait, ils sont quasiment payés comme des couteaux. Alors, le truc, évidemment, vous comprenez le raisonnement, c'est que si on prend le plus utile, Il est payé moins cher. on va prendre les 4 plus utiles. Ah oui. Ce sont tous les moins bien payés. Et en France, si vous voulez être riche, soyez pas utile. Faites des trucs qui servent à rien. Sinon vous ne plaignez pas d'être pauvre. Et le capitalisme, il crée une distorsion qui est catastrophique entre l'utilité sociale et la valorisation économique. Voilà, que vous soyez utile ou pas, enfin c'est même pire que tout, c'est moins vous êtes utile, plus vous êtes payé. Malheureusement, ça ne s'arrête pas. Alors, un bénévole à la voie de garage, est-ce que ça travaille? Oui. Picole. Bénévole, ça rime avec picole. Une personne au foyer, est-ce que ça travaille? Oui. Un retraité adjoint au maire, c'est mon père. Est-ce que ça travaille? Un étudiant en ergothérapie Ouais. et un chômeur conférencier. On peut débattre. C'est un point de vue situé. Toutes ces personnes travaillent, on les considère toutes comme des personnes utiles, et pourtant, alors non seulement, non, c'est faux, un retraité c'est payé, un chômeur c'est payé, enfin un chômeur indemnisé c'est payé. La personne au foyer, elle bénéficie de la CAF. L'étudiant, ça peut être les APL. Le chômeur conférencier, c'est le chômage. La retraite, eux, ils sont payés. C'est juste qu'on considère qu'ils ne travaillent pas. On les considère comme des charges. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire, un, qui travaille, deux, qui sont utiles en plus. Et pourtant, on dit, non, eux, ils ne travaillent pas. Ce sont des charges. Et donc, le capitalisme, de la même manière qu'il crée une distorsion entre ce qui est utile et ce qui doit être payé, il crée aussi une distorsion entre ce qui est utile et ce qui est du travail de ce qui ne l'est pas. En fait, il capte la définition du travail. Et la définition du travail selon le capitalisme, elle est extrêmement simple. Tu travailles à partir du moment où tu es au service d'un employeur. En dehors, tu ne travailles pas. Tu es une charge.
Un instituteur, c'est un fonctionnaire, c'est une charge qu'on doit payer par un impôt. Une infirmière, c'est une charge qu'on doit payer avec des cotisations. D'ailleurs, les patrons ne disent pas cotisation sociale, ils disent charge sociale. Le vocabulaire aussi, il est approprié. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu en lisant Friot, c'est qu'on est dans une idéologie qui est extrêmement forte. Et par rapport à ça, il y a aussi une alternative de Bernard Friot. Je vais reprendre mon petit schéma. Friot, peut-être que des personnes parmi vous le connaissent, c'est aussi un grand défenseur du salaire à vie. C'est que lui, il dit, les retraités travaillent, les chômeurs travaillent. Moi d'ailleurs, quand les gens me demandent, pour provoquer un peu, je ne dis plus je suis chômeur, je dis je suis un travailleur libre. Je travaille, mais je choisis ce que je fais. Je ne suis pas au service d'un employeur. Là, j'ai repris un travail, je retravaille pour Médecins sans frontières, mais après une année et demie de chômage, pendant lequel j'ai notamment écrit cette conférence, j'ai passé un diplôme de mécanicien cycle, j'ai monté une cuisine, j'ai fait le déménagement de la grand-mère, enfin j'ai fait du travail. Si je n'avais pas fait le déménagement de la grand-mère, elle aurait payé des déménageurs bretons, ça vous dirait peut-être pas. On m'a prévenu, fais gaffe, t'es à la frontière de montagne, t'aventures pas. Bref, Friot, lui, il considère que chacun travaille. Et son discours, c'est de dire, de la même manière qu'à la majorité, vous gagnez le droit de vote, et que ce droit de vote, on ne peut pas vous l'enlever, eh bien, à la majorité, vous devriez avoir un droit au salaire, qui est la reconnaissance que vous contribuez à la société. Et donc, du coup, lui, il propose de socialiser 100% de notre salaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la part de votre salaire qui est socialisée ? 22-23. Dans les charges. Socialiser, c'est les cotisations. C'est 40%. Les cotisations sociales. Non, 40 c'est pour les employeurs. 40 et 50, 70. 70%. Non. Ah oui, c'est drôle quand même, parce qu'en fait, ça va du simple aussi. Ça dépend du C'est 45. Oui, bah oui. En moyenne, c'est 45. Alors du coup, le pourcentage, il va déconner par rapport à ça. Du coup, on va se retrouver avec 40. Ici, on a 60. Allez, grosso modo, c'est 25-35. Aujourd'hui, quand vous êtes payé 2000 € net, grosso modo, l'employeur vous paye 4000 €. Et vous avez grosso modo la moitié qui va financer la sécu, la retraite, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez. Et Bernard Friot lui dit une chose, on socialise 100% du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que vous êtes payé par une caisse des salaires. C'est-à-dire que quand vous allez travailler pour quelqu'un, il ne vous paye pas. Vous êtes payé par ailleurs, par une caisse des salaires. Et ce salaire, il est irrévocable. Et en plus, vous ne pouvez pas perdre en salaire. Lui, il propose de mettre un premier échelon à 1700 €, je crois, de mémoire. Il change régulièrement. Et jusqu'à 3 fois ça, donc environ 5000. Donc, à partir de 18 ans, vous êtes payé au premier échelon, 1700 € net. Et vous montez d'échelons comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait une autre conférence. Euro max. Pour tout le monde. L'avantage d'un système comme ça, quand vous allez travailler avec quelqu'un, vous allez voir un employeur, quelqu'un qui a une entreprise. Si elle vous dit vous allez travailler 70 heures par semaine, là vous avez la possibilité de dire non, ça ne m'intéresse pas. Donc là vous allez avoir un vrai rapport égalitaire. Il y a un vrai avantage aussi par les entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, souvent, ils disent « Ouais, moi j'ai un mal fou à trouver des gens. Je ne peux pas les payer. Et je ne suis pas sûr que demain, j'aurai suffisamment de contrats pour les payer. » Et bien ça décharge l'employeur, l'entrepreneur de sa fonction d'employeur. Lui, ce n'est pas lui qui vous paye. Lui, il travaille, 60% de sa valeur ajoutée alimente une caisse. Aujourd'hui, 60% de sa valeur ajoutée va une part à votre salaire net, une part aux cotisations sociales,
Demain, il donne tout à une caisse, et c'est la caisse qui gère. Donc en fait, 1700. et l'entrepreneur, Oui, oui, lui au maximum, il sera payé entre 1700 et 5000 euros comme tout le monde. Oui, il y a pareil, il y a une vraie lutte sociale. Celle qui est en haut, on va la retirer en bas. L'avantage de ça, c'est qu'on nous bassine avec le chômage depuis 50 ans. Ça veut dire juste la fin du chômage. Frio, c'est quand même quelqu'un qui nous propose d'en finir avec le chômage. C'est quelqu'un qui aussi a une vraie vision d'employeur. Et en plus, ce système-là, qu'il appelle le système à la qualification, d'ailleurs, il parle plus de salaire à qualification que de salaire à vie. Salaire à vie, ça tout de suite, les gens disent c'est plus de salaire à la qualification. C'est-à-dire que vous êtes payé par rapport à votre qualification. Aujourd'hui, on est payé souvent par rapport au poste. D'ailleurs, un exemple amusant, personnel. J'ai travaillé pour Médecins Sans Frontières en 2017. Je ne me souviens plus exactement le montant, mais j'étais payé environ 2800 euros. Aujourd'hui, depuis 10 jours, je retravaille pour Médecins Sans Frontières. Mais je ne retravaille pas au même poste. Je travaille à un poste différent, je suis payé 2500 euros. C'est-à-dire que MSF a embauché quelqu'un de plus qualifié que l'année dernière, et il le paye 300 euros. Parce que je ne suis pas payé à la qualification, je suis payé au poste. Et pourtant, MSF bénéficie complètement de toutes mes qualifications. Et je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce système-là sur un marché du travail. Donc ça, c'est la fin du marché du travail. Et Frio, lui, de la même manière qu'il dit que l'investissement est trop précieux à la société pour être laissé aux seules mains des propriétaires des moyens de production, il dit que le travail est trop précieux pour le laisser aux mains d'un marché. Est-ce que je serais allé vendre des cartes de crédit si j'avais bénéficié d'un salaire à vie? Bah non, je serais allé faire mon métier d'informaticien tout de suite, j'aime bien faire ça. J'aime bien réparer les ordis, j'aime bien installer des applications, j'aime bien en développer. Moi, quand je suis au chômage, je ne m'assis pas devant ma PlayStation à manger des pizzas. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit. Ah ouais, mais si tu payes tout le monde un salaire à vie, ça c'est un truc drôle. Qui me revient. Ça fait 3 mois que je ne l'avais pas fait, la conférence, et les choses, c'est moi. C'est l'argument principal. Si tu payes 1700 euros tout le monde, plus personne ne va bosser. Sauf les livreurs de pizza. Et les fabricants de PlayStation. Ah non, il n'y aura pas de... Et en plus, il n'y aura même pas de vendeurs de pizza, ils ne voudront pas. On devra importer des pizzas d'Italie. Je ne sais pas, se faire larguer par avion, enfin, on va faire trouver une solution. Et seulement, il y a des expériences. Il y a une expérience en Namibie qui est assez marrante, où ils ont fait cette expérience-là du salaire à vie. Donc, en plus, c'est du noir. Et donc, dans un village, ils ont dit à tout le monde, on vous paye, et vous faites ce que vous voulez. Vous êtes payé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier mois, il y a eu un nombre, la consommation d'alcool dans le village a explosé. Il y a 7 bars, c'est un petit village, il y a 7 bars dans le village. Ils étaient pleins du soir au matin, ça a été un mois de fête. Et puis au bout d'un mois, ils se sont aperçus que la consommation d'alcool commençait à baisser. Les filles allaient à l'école. Les bars ont fermé. Et les entreprises ont été créées. Donc, passé le petit moment euphorique de wouhou, moi, le premier mois, quand je suis au chômage, c'est toujours ça. Je vais voir les copains, quoi. Je vais voir la famille, je vais voir les copains. Je suis à Paris, je ne les vois jamais. Donc, évidemment, quand j'ai un mois de chômage, bon, bah, je vais au bar. Et ben les annuels, en fait. Mais seulement sur du long terme, en fait, voilà. Les gens travaillent, mais ils font ce qu'ils veulent. Donc, ça crée des entreprises, ça met des gamins à l'école, et puis, du coup, il y a des bars fermes. Donc ça marche en fait. Pratiquement, ça fonctionne aussi. Et il y a aussi c'est monsieur York, mais j'écorche son nom, c'est un universitaire canadien et qui a utilisé ça, qui a étudié ça, et qui s'est aperçu que le travail, la notion d'activité, au niveau de l'être humain, elle est énormément liée à celle du plaisir. Alors que c'est quoi le mot quand on fait rien? Enfin, pas l'inactivité, quand on est oisif, la oisiveté, et entraîne une forme de dépression et de dévalorisation de soi, etc., etc. Donc, par nature, l'homme est un être de mouvement. Et Frédéric Lordon vous le dira aussi, ça, le désir. Nous sommes des êtres de désir. Et en fait, on n'est pas par nature des personnes oisives.
Et moi, je vois, j'ai été au chômage plusieurs années dans ma vie. Et j'ai même pas de PlayStation. Qui, dans cette salle, est contre le vote des femmes? Voilà, il n'y a pas assez de On se connaît tous. Alors, non, mais on rigole. Si j'avais posé cette question à l'époque de Jean Jaurès, quasiment toute la salle aurait levé la main, y compris les femmes. Ça veut dire que le droit de vote des femmes, qui était une convention à une certaine époque, a changé de convention. Donc à l'époque de Jaurès... bordel maintenant. Ça, je vous laisserai en discuter avec les femmes. Ça veut dire que c'était la convention sociale de l'époque, hein, au début du XXe siècle, c'était les femmes ne votent pas, c'est normal, elles parlent à travers la voix de leur mère. Et tout le monde trouvait ça normal, et même les femmes. Et il a fallu 150 ans pour que les conventions changent. C'est-à-dire entre l'apparition du droit de vote et le moment où les femmes ont pu voter, il s'est passé 150 ans. Et ça a été 150 ans de lutte des femmes pour qu'elles puissent conquérir le droit de vote. Au niveau pour moi, le capitalisme, c'est exactement le même système. Aujourd'hui, le capitalisme, c'est une convention. C'est-à-dire, c'est une espèce de norme sociale, une culture de la consommation, de la compétition, de l'individualisme. Mais c'est juste une convention. Et on peut le changer. Et on peut le changer, mais il ne faut pas rêver. On ne le changera pas en allant voter une fois tous les 5 ans. On la changera en créant des entreprises libérées, en intervenant au niveau des instances représentatives du personnel, au niveau de l'éducation pour éduquer les enfants à autre chose que rêver d'être l'élite de la nation. Et ces contributions-là, eh ben, elles seront nécessaires, mais elles seront lentes. Elles feront partie d'un mouvement qui va prendre des décennies, voire même des siècles. Et cette conférence est un petit élément de cette lutte, et je vous remercie pour l'avoir suivie. Bravo. Pour refaire la conférence. Alors, pour terminer rapidement, alors, 3 choses. La première, ça c'est le blog associé à la conférence, où vous allez trouver les sources que j'utilise. Donc Frio, le salaire à vie, l'Ordon, les stats de l'INSEE sur l'investissement, tout ça, c'est sur ce site-là. Si le sujet vous intéresse, le sujet du salaire à vie, vous pouvez y aller, il y a des trucs sympas. Deuxième chose, oui, il y a un chapeau, enfin une trousse à outils, une mallette à outils. Caisse à outils, on dit. Une caisse à outils. Comme ce soir, j'ai travaillé, que j'ai même investi d'ailleurs pour ce travail-là. Voilà, c'est rémunéré au chapeau, donc si vous pouvez, si ça vous a plu, etc. En tout cas, la caisse est là. On la mettra peut-être sur le bar, je sais pas, il faudra demander à Maxime, ou à l'entrée. Et voilà, merci pour lui. Et une dernière chose, un grand merci, un immense merci à la Voix de Garage, parce que moi, la dernière fois que j'ai joué, comme il y a eu les vacances, j'ai pas joué cette conférence, donc c'est ma première depuis juin, et c'est idéal comme lieu pour entre guillemets, une reprise pour moi, et je vous remercie donc pour être venu, Maxime pour son accueil chez lui, la Voix de Garage en général, enfin, vous êtes chou.